Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles? De vous lever le matin, sans passion, et de vous sentir piégé? #orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes aux parcours différents, avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est O. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume. Actuellement étudiant en Master 2 et alternant à l'OL, ce jeune homme de 23 ans nous raconte son parcours vers sa passion. Passant de la cuisine au commerce, le voilà dans le domaine du sport. Nous allons voir ensemble comment il a réussi à en arriver là. Alors ne quittez pas, il va tout vous expliquer. Bonjour Guillaume, bienvenue dans le podcast Hope. Du coup aujourd'hui tu es venu nous présenter ton parcours. Alors est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, l'âge que tu as et quelle est ta formation actuelle? Bonjour, merci de me recevoir dans ton podcast. Alors Guillaume, 23 ans et je suis actuellement en master management et marketing sportif. D'accord, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus du coup sur ton parcours en général en repartant du lycée, mettons, comment tu t'es organisé toi dans ta vie à partir du collège, tu t'es dit qu'est-ce que je vais faire finalement? Alors j'ai commencé par une seconde bac pro hôtellerie et restauration dans laquelle je me suis réorienté en fait au bout d'un an et je suis retourné en bac général parce que le domaine finalement me plaisait mais ça restait une passion et pas vraiment une vocation. Donc j'ai repris des études générales en bac ES, donc jusqu'à la fin, terminale. Ensuite je suis parti en DUT GEA et j'ai poursuivi avec une licence à l'IAE de Lyon, une licence administration des entreprises. Ensuite, un Master 1 Management et Commerce International, toujours à l'IAE de Lyon. Et cette année, donc en Master 2 Marketing et Management du Sport en alternance à l'INSEC à Lyon. Oui, tu as déjà un parcours assez riche. Comment... En fait, la question, ça serait, est-ce que tu peux nous dire dans quel but tu as fait toutes ces études? Comment t'es parti? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, pourquoi d'abord le DUT GEA et la licence? Parce que ça restait très général. En DUT, il y avait une partie théorique et une partie pratique qui me plaisait. Ça permettait de découvrir un peu tous les domaines de l'entreprise. Et vu que voilà, le monde de l'entreprise me plaisait, mais que j'avais pas non plus une idée de la spécialisation au sein de l'entreprise dans laquelle je voulais aller, ça me permettait de découvrir un peu tout ça. La licence, c'était voilà, dans le même objectif. Ensuite, le Master 1 Management et Commerce International parce que j'ai toujours eu envie de découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser. Et ça me permettait de rencontrer des personnes et d'avoir des matières qui allaient dans ce sens-là. J'ai aussi une double nationalité, donc ça me permettait aussi à l'avenir d'envisager de pouvoir évoluer à l'étranger plus facilement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce Master 1. Et en Master 2, j'ai pas voulu continuer parce que voilà, il me plaisait pas vraiment et j'avais pas envie de plus me spécialiser dedans. Au contraire du domaine sportif qui est un domaine qui reste ma passion depuis que je suis petit. Et donc voilà, là ça se goupillait assez bien, donc de pouvoir le faire en alternance en dernière année, donc pour me crédibiliser un peu plus aux yeux des entreprises et du coup me spécialiser dans le domaine sportif qui est un domaine plutôt fermé, donc d'avoir une spécialisation dedans pour postuler, c'est une bonne chose. C'est sûr. Du coup, tu nous disais là, il n'y a pas très longtemps finalement, que tu avais commencé ton parcours par un bac pro hôtellerie-restauration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Pourquoi tu as arrêté finalement, vraiment dans le détail? Qu'est-ce que tu as fait? Des choses comme ça? Ouais, alors j'y suis allé parce que depuis que j'étais petit, en fait, c'était quelque chose qui me plaisait de cuisiner avec ma mère, avec ma grand-mère. J'ai toujours traîné en fait dans les pattes de ma mère en cuisine et donc ça me plaisait de découvrir un métier très professionnel, très concret au final. Donc c'est pour ça que je suis parti dans ça. Et pourquoi j'ai arrêté? Comme je l'ai dit, c'était plus du coup une passion annexe qu'une réelle vocation. Ça me plaisait, les cours me plaisaient, l'ambiance me plaisait. Mais quand je suis parti du coup en stage, puisque en bac pro, là où j'étais, il y avait 2 périodes de stage en première année. Quand je suis parti en stage dans le monde de l'entreprise, ça m'a beaucoup moins plu. Après, peut-être que je suis tombé dans une entreprise qui me convenait pas. Mais voilà, c'est un monde qui est assez compliqué, celui de la cuisine. Il faut être vraiment passionné ou
réellement accroché. Et à 15 ans, je pense que je l'étais pas suffisamment. Pour donner un exemple, mes horaires en stage, au lieu d'être classique pour quelqu'un de 15 ans, de 30 heures, bah, c'était 70 heures. Et si on n'est pas prêt mentalement à assumer ça plus tard, c'est compliqué de réellement se tourner dedans. Et comme je dis, bah, c'était une passion annexe et pas une passion dans le sens d'une vocation. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rapidement arrêter pour me réorienter sur quelque chose de général et qui me laissait en plus la possibilité de revenir dans le monde de la cuisine plus tard, mais sous une autre forme, avec une entreprise directement tournée dedans. C'est des options que je garde, mais du coup, voilà, faire le parcours classique de cuisinier, c'est pas ce qui me convenait personnellement. Mm. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, tu t'es réorienté quelque part et tu es parti dans un bac général. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu les différences que tu as pu noter entre ces finalement deux filières qui sont quand même assez différentes, donc le bac pro et le bac G général? Ben après, le monde de la cuisine, c'est particulier. Enfin, on va dire, c'est un bac professionnel, vraiment professionnel, dans le sens où il y a des bacs pro comptabilité ou des choses là qui peuvent se rapprocher d'un bac général. Et donc, le rythme classique avec les cours, les devoirs, enfin, quelque chose de classique. La particularité de la cuisine, c'est qu'on a à la fois une formation classique, donc avec des maths, du français, voilà, des matières comme cela, mais on a aussi du coup la partie théorique qui prend une bonne partie du temps. Euh, pour donner mon rythme, par exemple, c'était le lundi et le mardi, on faisait que des matières entre guillemets qui se rapprochaient de la cuisine, donc la théorie en cuisine, le vocabulaire, les techniques, les choses comme ça, et ensuite on le mettait en pratique le soir de 15 heures à 20 heures à peu près. Et donc il y a une partie qui est quand même très pratique avec du coup l'apprentissage du métier en lui-même en pratiquant. Donc c'était pour les gens qui venaient manger au restaurant de l'école. Et c'est voilà la principale différence, un bac général classique et un bac professionnel. Mm. Du coup, bah, en te réorientant vers un bac général, comment tu as fait pour choisir entre toutes les filières? Parce que bon, bah, on dit général, mais il y a aussi technologique. Tu es allé dans un lycée qui regroupait certainement les deux. Donc, ouais. Comment tu as fait pour te décider vers quel bac tu voulais t'orienter? Ben, dans la filière en fait où je voulais aller, surtout, c'était assez simple. J'aimais pas ce qui était matière scientifique. J'ai jamais réellement aimé ça. Tout ce qui était ensuite français, langue, c'était pas non plus ce que je préférais. Et donc l'économie, bah, ça m'intéressait, donc c'est comme ça que j'ai choisi en fait. C'était plus par rapport à ce que j'avais déjà pu voir, étudier. Ça s'est fait assez naturellement, et donc un bac général, ben, voilà, c'est pour ça que j'y suis allé. Ouais, un bac économique et social, c'est ce qui te plaisait le plus. Et du coup, comment se sont passés les cours dans ce bac-là? Bah écoute, classiquement, j'ai envie de te dire, on suivait les cours, on faisait les devoirs. C'était pas la période la plus difficile. Je pense qu'il faut bien en profiter ces périodes-là parce qu'après ça devient un peu plus sérieux, ça s'intensifie. Donc il faut bien profiter de ces périodes-là. C'était une période qui était sympa et du coup, voilà, rien de bien particulier à dire sur ça. Ouais, et du coup, par la suite, tu as dû choisir ta poursuite d'études donc, avec APB, donc, qui s'appelle maintenant Parcoursup. Et comment tu t'es décidé finalement à remplir tes vœux? Parce qu'à l'époque, je vais dire ça comme ça, mais on avait le choix de mettre 15 vœux à la suite les uns des autres. Toi, tu t'étais tourné vers l'économie. Quels ont été les possibles finalement pour se tourner vers ce domaine-là? Bah, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui avait fait GEA un an plus tôt et qui a pu peu m'en parler et me présenter en fait toutes les formations qu'il y avait dans la région lyonnaise, tous les GEA différents. Ouais, donc GEA, c'est gestion entreprise administration. Gestion entreprise et des administrations, c'est ça. Et du coup, bah, ça m'a un peu facilité, on va dire, les recherches. Mes premiers vœux, c'était concentré sur ça, donc le GEA de Lyon, le GEA de Vienne, qui est à côté, celui, il me semble, de Bourg-en-Brest, quelque chose comme ça. Et ensuite, après, j'avais mis l'IAE de Lyon, enfin tout ce qui découlait sur l'économie et l'entreprise. Et j'ai été accepté directement dans celui de Vienne. Sur Lyon, j'ai été sur liste d'attente pendant un bon moment. Finalement, bah, j'ai pas été pris sur Lyon, mais celui de Vienne était bien coté. Puis ça avait l'avantage, en plus de ça, d'être un GEA qui était assez petit. C'était une promotion
de 80, en tout 180 avec aussi les deuxièmes années. Mais du coup, voilà, ça restait petit et on avait donc la chance de pouvoir tous se connaître, de côtoyer les professeurs et vraiment de pouvoir échanger avec eux plus que si on était directement à la fac et ce qui est le cas dans les IAE. Voilà, c'est un peu plus impersonnel comme relation. Et donc voilà, ce GEA-là, en tout cas, je le recommande pour ceux qui sont dans la région lyonnaise et qui sont à la recherche d'une poursuite d'études, comme j'ai dit, un peu pratique, théorique qui se tournent dans le monde de l'entreprise. C'est au final... je le regrette pas du tout d'être parti à Vienne, c'était vraiment super, vraiment... 2 années super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet des cours que tu avais du coup, parce que ça reste vague finalement. Qu'est-ce qu'on fait en GEA? Alors en GEA, on aborde, comme je l'ai dit, en fait tous les domaines qui se rapprochent du monde de l'entreprise. Donc on va avoir de la RH, on va avoir de la compta, on va avoir de la partie financière, juridique, marketing, communication. Des matières un peu plus spécifiques comme du calcul de coûts, des cours sur Excel, des cours même pour apprendre à maîtriser Word. On a aussi eu de la psychologie. Au final, vraiment beaucoup de matières qui se découpent en 2 ans. Donc la première année générale et la deuxième année, on doit choisir une option. Donc il y a gestion, management des organisations, GMO, GCF, gestion comptable et financière. Et donc nous on en avait que 2. Je sais qu'à celui de Lyon ils avaient aussi GRH qui est donc gestion des ressources humaines. Moi j'ai choisi GMO, donc gestion management des organisations. Et donc là on était un tout petit peu plus spécifique sur de la RH, du management, de la communication, et les parties GCF, donc gestion comptable financière, avaient un peu plus du coup de finance, de calcul de coûts, de matière financière. Et voilà, c'est les principales différences, mais au final les deux sont quand même proches. Et si on fait GMO et que au final on veut s'orienter sur de la comptabilité, ça ne nous empêche pas. Si on fait GCF et qu'on va aller un peu plus sur du management, ça ne nous empêche pas non plus. Donc voilà, GEA c'est vraiment, on aborde de tout, c'est très dense, très complet, il y a vraiment beaucoup de matière, donc c'est intense au niveau en tout cas de l'apprentissage, puisque du coup faut jongler entre toutes ces matières là, mais ça permet réellement d'avoir une bonne vision du coup des métiers qu'on peut retrouver une entreprise et d'être formé et être opérationnel rapidement sur tous ces métiers là dès le bac+2, même si ensuite on peut continuer ses études après cela. Donc en fait, tu peux arrêter après ton bac+2 en ayant juste un IUT GEA. Et ça pourrait, entre guillemets, te pousser vers quel type de profession en s'arrêtant en bac+2, si on le souhaite? Directement en fait rentrer dans les milieux d'entreprise. Après forcément c'est sur des postes pas en bas de l'échelle, mais en tout cas des postes de junior, puisque forcément on n'a pas énormément d'expérience et on n'a pas non plus poussé l'apprentissage jusqu'au bout dans ces matières-là. Mais ensuite on peut aussi bien se tourner sur de la communication en entreprise, que sur du marketing, que sur de la RH. Ce que je conseille de faire, c'est peut-être de compléter avec une licence professionnelle. Si on est sûr de vouloir faire de la RH et qu'on veut s'orienter sur ça, terminer en fait sa formation par une licence pro. Donc on sera à la fac et en même temps en entreprise pour vraiment se spécifier et être un peu plus, on va dire, crédible aux yeux d'une société qui voudra nous recruter. T'as des idées de licence pro comme ça ou pas du tout? Non, mais c'est une question. Comme j'ai dit, il y a du licence pro RH. J'en connais une qui était partie dans de la licence pro vente pour faire commercial. Parce qu'il y en a une à l'IAE de Lyon, de licence pro vente notamment. D'autres qui sont partis en licence pro compta. Donc voilà, comme je dis, c'est... Il y en a un bon panel, il suffit de chercher. Il suffit de chercher. GEA, généralement, c'est quand même bien valorisé aux yeux des formateurs, des entreprises aussi. Parce que comme j'ai dit, on a une partie théorique, mais on pratique aussi. Il y a pas mal de travaux de groupe, de mise en application au final. Donc ça permet de vraiment rapidement, en fait, comme je dis, être opérationnel. Du coup, en rentrant en IUT, GEA, donc une formation en 2 ans, tu dirais pour toi dans quelle matière tu étais fort finalement pendant le bac
pour prétendre à cette formation-là, parce que c'est vrai que des fois on peut s'estimer très fort ou plus ou moins fort dans certaines matières et se dire bon bah du coup est-ce que c'est vraiment mon profil d'aller dans cette formation, ou est-ce que ça me correspond pas du tout? Tu dirais que vers quel profil, enfin quel type de profil pourrait se tourner vers cette formation finalement? Je sais pas si on peut dire qu'il y a un profil particulier. Nous, en GEA, il y avait des gens d'un peu tous les bacs. Il y avait des gens qui avaient fait bac S, bac ES, bac STMG. Il y en a qui avaient fait aussi un bac L. Donc vraiment, en fait, ça recrute tout profil. Je dirais qu'il faut surtout avoir une appétence pour le monde de l'entreprise, avoir envie d'évoluer dedans. Et en fait, en GEA, ce qui se passe, c'est que le premier semestre, c'est une sorte de mise à niveau pour que justement les personnes qui viennent de bacs différents puissent rapidement en fait être au point sur ce que des bacs ES ou STMG auront un peu plus fait, donc de l'économie, vraiment un peu plus du coup avoir une connaissance du milieu de l'entreprise que des bacs L forcément. Voilà, c'est un peu moins spécifique, mais du coup en fait ça permet réellement de recruter et d'être en fait je veux dire il y a pas de profil type en GEA, il y a vraiment des gens de tout horizon qui le font. Et c'est pour ça que, comme je dis, ceux qui veulent découvrir le monde dans l'entreprise peuvent se tourner vers ces DUT-là qui est très complet. Bah, ok, merci pour ces infos. En plus, tout à l'heure, tu nous parlais de cotes finalement. Est-ce que tu penses que dans ton domaine en particulier, donc je vais élargir au domaine du commerce, c'est très important de regarder les cotes des écoles? Je dirais que le plus important, c'est les stages, parce que c'est ça qui nous crédibilise au final, les entreprises et les réalisations qu'on a pu faire en entreprise, puisque sinon au final les formations ça reste des formations et du coup c'est de l'apprentissage pur, mais il n'y a pas de mise en pratique en situation réelle. Donc ce qui est le plus important, c'est les stages. À GEA à Vienne, l'avantage c'est qu'on n'avait qu'une seule période de stage en deuxième année de 10 semaines, ce qui permettait donc d'être longtemps présent en entreprise. Je sais qu'au DUT GEA de Lyon, c'était 4 semaines la première année et 6 semaines la deuxième année. Donc ça coupe et forcément c'est un peu plus compliqué de réellement avoir une mission valorisante durant ces périodes. Moi, j'ai eu mon stage de 10 semaines, j'ai eu une mission qui était assez valorisante, qui était donc le calcul de coûts pour une régie immobilière, en fait, savoir ce que lui coûtait chacun de ses services et pouvoir déterminer la rentabilité de chacun de ses services, la marge de ses services, et ça c'était vraiment valorisant. Et c'est ce que j'ai dit en fait, c'est que moi j'avais fait GMO et j'étais pas forcément le plus poussé sur tout ce qui était financier, et au final quand je suis allé en entreprise j'étais réellement facilement en fait opérationnel. J'ai réussi à boucler cette mission en 3 semaines à peine sur les 10 semaines qui m'étaient en fait données pour l'accomplir. Et c'est ce que je dis en fait, c'est vraiment GEA, ça permet d'être rapidement opérationnel. Donc top, plus que de rentrer dans une école peut-être de commerce qui coûte souvent cher, on va dire ça comme ça. Bah, j'ai envie de te dire que il y a des fois la réputation des écoles de commerce et le système un peu dans lequel on est, hein, pas qu'en France d'ailleurs, mais où forcément quand on a le nom d'une grande école, ben, on est valorisé par rapport à ce nom-là et on profite du réseau. Ouais. Parce que forcément, et ce qui est très important de nos jours, c'est d'avoir le réseau pour pouvoir rentrer où on veut plus facilement. Sinon, bah, forcément, il faudra lutter un peu plus, et ça c'est pour tout le monde. Mais ça permet en fait, voilà, les écoles de commerce, vous allez payer 10 000 €, vous allez profiter du réseau. Mais je dirais pas que vous allez être plus performant forcément que des gens qui viennent d'un DUT, d'une licence en fac classique. Je veux dire, c'est chacun, quoi. Je veux pas non plus décrédibiliser ces écoles-là, il y a sûrement des gens qui sont très compétents dedans, mais c'est pas parce que vous venez d'un DUT que vous serez moins compétent et moins fort en entreprise. Ça, on va dire, c'est tout à chacun, et après à vous de faire vos preuves quand vous êtes en entreprise pour pouvoir accéder à celle que vous visez réellement. Ouais, ça permet de trouver un système B si on n'a pas forcément les moyens ou l'envie de faire un crédit non plus pour entrer dans une grande école de commerce, parce qu'on sait très bien les coûts et je pense qu'on n'en parlera pas, mais voilà. C'est ça, ça va très bien vous former, ça va vous permettre d'avoir déjà des expériences en entreprise via les périodes de stage. Vous pouvez très bien continuer vos études
après un DUT GEA. Donc, il y a pas, moi, je trouve que c'est un bon compromis. Après, libre à chacun de faire ses choix et de voir ce qu'il préfère. Très bien. Du coup, après ce fameux IUT GEA, tu as poursuivi tes études, donc tu nous disais que tu avais été en IAE. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? Alors, l'IAE, en fait, c'est le mode de fonctionnement d'une école de commerce privée, sauf que du coup, c'est une école de commerce classique, pas classique, pardon, publique. Public, ouais. Donc, c'est pas payant, vous payez juste les frais de scolarité d'un public, donc c'est, si je dis pas de bêtises, environ 400 € l'année. Donc beaucoup moins cher que 10 000 €. Ouais, et en fonction de si on est boursier ou non, on peut. Si on est boursier, il n'y a pas exonéré. y a pas de, voilà, on est exonéré, il n'y a pas besoin de payer les frais de scolarité. Donc ensuite, ça reste du coup le mode de fonctionnement d'une école de commerce. Donc avec, on va dire, les mêmes matières qu'on va retrouver, l'économie, de la microéconomie, de la communication, du marketing, du management. C'est calqué en fait sur ça. Il y a un peu une bataille de nos jours entre IAE et école de commerce. Mais voilà, c'est en tout cas le même mode de fonctionnement. Et pour y rentrer en troisième année, donc directement après un DUT, il faut faire ce qu'ils appellent le test SIM. Donc il y a un test de culture générale, logique, anglais, et il y a une partie française si je me souviens bien. Donc c'est un peu en fait comme sur le mode des écoles de commerce. Les écoles de commerce, c'est le test MAGE, il me semble. Il me semble que c'est ça, le TAGE MAGE, voilà. C'est le TAGE MAGE. Là, c'est un peu plus poussé, on va dire, le TAGE MAGE, il y a beaucoup plus de logique. Enfin, c'est un peu plus poussé dans les mathématiques. Mais sinon, ça reste à peu près le même mode de fonctionnement. Il n'y a pas d'oral en troisième année. On fait le test. Si on est accepté, on est accepté. Après ce test-là, en fait, ça permet d'avoir un niveau. Et c'est sur 400. Il faut avoir, je dirais, si on veut être sûr de rentrer où on veut. Dans l'IAE, parce qu'en fait, il y a plusieurs formations. Il y avait, je ne vais pas détailler, mais il y avait MSH ou sciences de gestion. Sciences de gestion, c'est un peu plus élevé comme niveau. Si on veut rentrer là-dedans, je pense que c'est bien d'avoir 230, 250. Moi, personnellement, j'ai aux alentours de 200, ce qui n'est pas non plus un score fabuleux, mais j'ai quand même été pris. J'avais un bon dossier derrière en GEA. Mais comment on fait si on a envie de passer le test SIM? Ça se passe comment? C'est par le biais de l'école ou est-ce que c'est on va dire un test que l'on peut passer à n'importe quel moment et ça nous servira plus tard? Alors non, en fait, il y a le site des IAE de France qui propose en fait de s'inscrire. Il y a des sessions en fait qui sont organisées tout au long de l'année, donc il faut quand même s'y prendre à l'avance dans le sens où les places sont limitées. Donc forcément, si en fait on est très bien, en fait, on est très bien possible. En fait, il est très possible. Je perds mes mots. Il est possible en fait de le repasser plusieurs fois ce test-là. Si on n'a pas eu un bon score à la première session, on peut le repasser. Donc il y a plusieurs sessions qui sont organisées dans toutes les villes de France et c'est un test de 4 heures. Et ensuite, voilà, il n'y a pas de limite de passage, mais il faut le passer pour pouvoir prétendre à postuler dans la formation. Si on l'a pas, en fait, si on l'a pas passé, il n'y a pas de, je veux dire, de critères de score. Vous pouvez très bien avoir 140 sur les 400 et postuler quand même, mais par contre, ça déterminera peut-être votre acceptation ou non. Ok. Sachant que je crois qu'il coûte une trentaine d'euros, donc c'est pas très cher en tout cas pour le passer. Ouais. Du coup, donc, tu as fini ta troisième année donc, en IAE et tu as poursuivi encore tes études donc, en Master 1. Master 1, alors comment on dit, commerce international. Management et commerce international. Management et commerce international. Comment ça s'est passé pour toi? Ton choix, tu nous disais qu'il avait été orienté par rapport à ton souhait de partir à l'étranger. Donc, comment ce master-là, ce master 1, te permet d'avoir un horizon beaucoup plus ouvert sur l'étranger? Ouais, alors juste, je vais compléter ce que je disais avant sur la licence, parce que je ne l'ai pas dit, mais si on rentre en première année, directement après le bac, il n'y a pas de test SIM à passer. C'est juste sur dossier APB, en tout cas à mon époque, mais je ne crois pas que c'est évolué.
Et en licence 3, on est obligé aussi de faire un stage, parce que sinon, en fait, c'est durant nos 3 ans de licence, on doit faire un stage. Mais si on vient d'une autre formation comme moi en DUTGA et qu'on avait quand même une période de stage, on est obligé de faire un stage en 3e année. Donc c'est pas mal d'avoir fait du UTGA pour m'avoir fait un premier stage. Ouais. Et en licence 3, j'ai eu à refaire un stage de 8 semaines que j'avais fait donc, à l'Appart Fitness, qui est un groupe de fitness, de salles de fitness en France. Je l'ai fait au siège social durant la période où ils se faisaient racheter. Donc du coup, c'était pas mal, il y avait pas mal de boulot et j'ai eu des responsabilités aussi. Pour revenir sur le Master 1, commerce international, management, comment ça s'est passé? J'ai envie de dire bien. On a des matières qui sont spécifiques, en fait, tournées vers l'international. En fait, c'est les matières qu'on peut retrouver dans le management, dans le parcours en fait, des autres formations. Il va y avoir de la finance, du marketing. Donc, il y a des masters spécifiques marketing ou financiers. Mais nous, on va avoir en fait tous ces domaines-là, ces matières-là. C'est un master en fait qui est général, mais qui est tourné à l'international. Donc à chaque fois qu'on va avoir de la finance, ça va être finance internationale, marketing international, développement international des entreprises. On va avoir du juridique, mais tourné vers l'international. Donc à chaque fois, en fait, c'est des matières qui sont tournées vers l'international. Et à l'IAE, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a la base commune à tous les masters, puisqu'à la base, on est formé, en fait, comme je dis, comme dans un parcours, en fait, grande école classique, donc, où on a un diplôme de management et de commerce. Donc, on a cette partie management-là qui est commune à tous les masters, plus notre domaine à nous, et là, c'est des matières spécifiques, comme je l'ai dit, commerce international, marketing international, et pour donner des autres exemples de parcours communs, c'est il me semble qu'on avait de la RH, on avait du management des organisations, de la conduite du changement, et donc ça on le retrouve dans tous les masters. D'accord, donc ça fait encore partie de l'IAE, on est d'accord sur ce principe. Ouais. Donc tu as fini cette année de master. Et ensuite, t'es passé sur un Master 2 dans le sport. Alors, tu nous fais un petit peu un grand écart parce que quand même, tu t'orientes dans un premier temps vers la cuisine. Puis ensuite, tu vas travailler sur l'économie, le commerce, pour enfin arriver dans le domaine du sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans ta tête? Et l'international, d'ailleurs, va tourner vers l'étranger pour aller vers le sport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pendant tes études pour que tu tournes comme ça un petit peu, que tu ouvres finalement le champ des possibles, mais parce que du coup tu as une formation assez complète qui touche à plein de domaines, mais comment tu as fait pour en arriver là? En fait je pense que ça s'est lié au fait que en Master 1 j'avais un stage aussi à faire, donc je l'ai fait à l'étranger. On doit soit le faire directement à l'étranger, soit dans une entreprise qui est tournée vers l'international. Moi, je l'ai fait à Renault, au Luxembourg, donc, qui reste proche de la France, mais c'est quand même un pays très multiculturel, parce qu'il y a beaucoup de langues, de personnes qui viennent de tout endroit du monde finalement. Et je me suis rendu compte durant cette période de stage que en fait, les domaines que j'abordais, que ça soit en fait, avec mon stage de DUT-GEA, mon stage de licence, mon stage de master, c'était des domaines qui me correspondaient pas forcément, où je m'épanouissais pas. Je faisais le travail, je dis pas que ça me plaisait pas non plus, mais finalement en fait je trouvais pas de passion à faire ça, pas vraiment de but derrière ce que je faisais. À Renault, voilà quoi, on va dire finalement je faisais ce qu'on me demandait, mais j'y trouvais pas d'intérêt particulier. Et moi j'ai un frère qui est professionnel sportif donc dans le football, donc j'ai toujours été on va dire lié à ce domaine-là, plongé dedans, j'ai baigné dedans, et au final petit à petit, au départ je le considérais peut-être pas comme finalement un domaine dans lequel j'allais évoluer. Comme je dis, c'est quand même spécifique, le domaine du football, c'est un milieu où il y a beaucoup de personnes qui veulent y aller. Donc peu de débouchés finalement. C'est pas qu'il y a peu de débouchés, parce que l'économie du sport en général, je parle pas du football, mais l'économie du sport fait que de croître ces dernières années. En plus, il y a des bonnes perspectives en France à l'heure actuelle avec
la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO en 2024, donc c'est un secteur qui est porteur. Mais après, forcément, en fonction de ce qu'on vise réellement, moi, c'est d'évoluer dans des clubs. Là, forcément, le domaine est un peu plus bouché et il y a beaucoup de postulants et pas beaucoup d'élus. Donc, moi, j'avais pas envie de me bloquer tout de suite dans ce milieu-là. Parce qu'on peut très bien faire, je reprends l'exemple de mon cousin, mais lui, il a fait son DUT. Ensuite, il est parti en licence sportive. Il a fait ensuite Master 1, Master 2, directement management du sport. Ouais. Moi, je préférais, j'ai toujours, en fait, c'est un peu le fil conducteur de mes études, j'ai toujours voulu rester général pour pouvoir me fermer aucune porte. Donc, j'ai pris, en fait, ce qui me donnait le plus d'options. La licence, le DUT qui me permettent de faire un peu de tout, tous les domaines dans l'entreprise. Ensuite, le Master 1 qui me permet d'aller à l'international si je veux, d'avoir un diplôme qui est reconnu, parce que le diplôme Management et Commerce International, c'est le seul, si je ne dis pas de bêtises, à l'IAE de Lyon. Enfin, de la filière internationale, c'est la seule qui est créditée EPAS, qui est en fait un label qui est reconnu à l'international. Donc, ça me permettait d'avoir un diplôme qui était valorisé à l'international. Donc, voilà, vraiment les études générales. Et ensuite, la dernière année, je me suis dit, voilà, quoi, tente ta chance. Au final, j'avais envie de me tourner vers l'alternance, comme j'ai dit, pour avoir une expérience plus longue en entreprise, réellement avoir en finale, faire part d'une entreprise et pas être juste considéré comme un stagiaire qui va et qui s'en va. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai tenté ma chance. Au final, à la base, je voulais faire un master à l'IAE en alternance qui était vente et management commercial, pour lequel j'avais été pris. J'ai été accepté à la Française des Jeux durant l'été pour partir du coup sur Paris pour faire mon alternance avec ce master-là. Donc la Française des Jeux quand même, grosse entreprise. Ouais, grosse entreprise, c'était bien. Et en fait, au final, j'ai réfléchi et je me suis dit, non, en fait, c'est pas toi, c'est pas ce que tu as envie. En fait, j'avais postulé dans pas mal d'entreprises sportives. Y en a une qui souhaitait me prendre, mais c'était pas le bon mode. En fait, moi, c'était donc un contrat d'alternance où ils me proposaient un stage alterné. L'école n'était pas d'accord. Donc, au final, je me suis posé, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, c'est pas ce que tu as envie de faire. C'est pas vraiment le domaine où tu vas t'épanouir. Donc, soit tu arrives à accrocher une entreprise sportive, soit au final, tant pis, je prends le risque de perdre le master, ce qui au final a été le cas. Je perds le master, mais au moins je me laisse un an pour, pourquoi pas faire autre chose, partir à l'étranger, travailler, développer, faire des choses que j'aurais pas eu le temps de faire au final. Et voilà, je préférais... Au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire des choix forts, et ça a été un choix fort. Au final, ça m'a souri, puisque j'ai eu la chance d'être accepté pour faire mon alternance à l'Olympique Lyonnais. Très grosse entreprise encore. C'est le club de ma ville, donc forcément c'est déjà mieux. Ensuite, oui, ça a l'avantage d'être un club déjà sur la scène française fort, aussi sur la scène internationale, et encore plus intéressant pour moi, qui est un modèle économique unique en Europe, avec vraiment en fait développer ce qu'ils appellent l'entertainment autour du stade. Donc en fait, pouvoir accéder au stade tous les jours de l'année, avoir quelque chose à faire au stade, pas forcément que venir du coup pour les matchs de foot, mais aussi bien pour visiter le stade. Il y a un musée, ils sont en train de développer tout un pôle d'activité autour du stade. Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas vu en Europe, et rien que en fait d'être dans cette entreprise et de voir en fait la réflexion qu'il y a derrière sur comment ils veulent conduire leur projet, c'est intéressant. Donc ouais, là je cache pas que je dirais pas que du coup c'est de la chance, puisque forcément il faut être accepté, il faut postuler. Je le cache pas que j'ai pu postuler aussi parce que j'ai un réseau dans le milieu sportif, et forcément ça aide. Mais du coup, ouais, je dirais que c'est un coup de pouce du destin, quoi. J'ai refusé quelque chose, et au final ça m'a souri derrière, parce que au final j'ai mis en œuvre ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce que je voulais. Je dirais que c'est une leçon à retenir, c'est faites des choix forts. Des fois on peut sauter dans l'inconnu, ça fait peur, mais au final quand
quand on fait ces choses-là, des fois, ça peut nous sourire. Il y a plus souvent des choses qui se mettent en œuvre. Enfin, à dire que l'environnement extérieur se met en œuvre pour pouvoir nous pousser et nous permettre de réaliser ce qu'on veut vraiment. Alors du coup, tu nous as dit un peu ce que t'apportait cette fin d'études et tout ce parcours. Est-ce que tu as des regrets ? Des regrets, non, je pense pas, puisque au final, chacune des expériences que l'on a, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça nous permet de tirer des enseignements. Mon année de cuisine, ça m'a permis d'avoir de l'organisation, beaucoup de rigueur, être capable de faire des horaires, d'encaisser une charge de travail, savoir tenir un temps imparti. Donc ça m'a permis d'avoir ces capacités-là. Bon, après, DUT-GEA, ben, ça m'a permis d'être plus pratique et tourné vers le monde de l'entreprise, d'être plus opérationnel, d'avoir tout ce côté du coup opérationnel en entreprise et de rencontrer aussi pas mal de personnes au final avec qui je suis toujours en contact. La licence, bah, c'était plus général et ça m'a permis de refaire un stage, donc de pouvoir aller en entreprise, de pouvoir du coup éclaircir ma pensée. Mon Master 1, ben, il était super, j'ai rencontré des personnes géniales qui venaient pas forcément du coup de France, des profs aussi qui avaient beaucoup d'expérience à nous partager, donc c'est toujours enrichissant de voir les parcours de chacun. Et ça m'a permis encore une fois de faire un stage. Bon, ce stage, je le cache pas, c'était pas facile sur le plan professionnel, je me suis pas du tout épanoui. Sur le plan humain, par contre, bah, là c'était enrichissant, j'ai rencontré d'autres personnes, une nouvelle région, une nouvelle partie aussi du monde, puisque bon, comme je dis, Luxembourg, c'est proche de la France, mais c'est pas du tout la France, c'est beaucoup plus multiculturel. Et ça m'a permis du coup d'avoir ma première expérience tout seul, loin de chez moi, il n'y avait pas les parents derrière moi, j'étais livré à moi-même et donc ça c'est forcément on gagne en maturité. Et cette année, je suis en alternance, c'est ce que je voulais. Je suis dans le monde dans l'entreprise. Je continue aussi et je peux avoir une formation. Donc tout est bénéfique et au final, toute expérience est bonne à prendre, bonne ou mauvaise. Tirez-en des enseignements et construisez-vous avec. Pour revenir peut-être juste un petit peu, parce qu'on l'a évoqué un peu trop brièvement, donc tu as l'INSEC, donc c'est une école privée à Lyon, dans le domaine du sport, parce que je sais que l'INSEC, ils font aussi de la communication. Ils ont tout un tas de formations, voilà. Ils ont du développement commercial, du marketing, de la communication, il y en a plein, ils ont un site, c'est très bien fait, et du coup c'est une école privée. L'avantage de l'alternance, et ce aussi pourquoi je l'ai choisi, au-delà du fait qu'on est en entreprise, c'est que votre contrat d'alternance ou de professionnalisation, du coup c'est pas vous qui payez l'école, c'est votre entreprise. Donc forcément des fois c'est un peu plus dur à trouver puisqu'il faut trouver une entreprise qui accepte de payer votre formation, mais en tout cas pour vous du coup vous avez rien à sortir de votre poche, donc c'est un réel avantage et c'est aussi pourquoi j'ai choisi de prendre une formation en alternance. J'aurais pu partir, j'avais la capacité pour partir dans des écoles comme l'EM Lyon. Très grosse école de commerce à Lyon. Voilà, c'est la plus grosse à Lyon, elle fait partie du top 5 des écoles françaises. Kedge aussi à Marseille, qui dans les classements, après les classements sont pas forcément toujours bons à prendre, mais en tout cas dans les classements c'est reconnu comme la meilleure formation en management du sport. Mais ces deux-là, déjà, bon, il faut savoir qu'elles sont en anglais. C'était pas un problème pour moi, mais bon, c'était pas non plus ce que je souhaitais forcément. Elles sont enseignées en anglais. Et ensuite, c'était pas en alternance, c'était juste une période de stage. Et moi, j'avais vraiment envie de bénéficier de l'alternance. Et donc, si c'était pas en alternance, c'était environ 18 000 € l'année. Donc, donc forcément, c'est une sacrée somme. C'est pas une petite école de commerce, c'est une grosse école de commerce dans tous les sens, aussi bien sur le plan de la reconnaissance que sur le plan financier. Donc j'avais pas envie de faire un crédit, j'avais pas envie de solliciter mes parents. Et au final, l'INSEC, c'était la seule formation en alternance à Lyon, donc en école de commerce, parce qu'il y a aussi Lyon 1 qui propose une formation, mais c'est dans la filière STAPS. Et du coup, oui, c'était la seule à Lyon, donc ça me permettait de rester à Lyon, à rester chez moi et de pouvoir
En plus, l'affaire à l'Olympique Lyonnais, donc c'était au final, tout s'est bien goupillé. Je suis très content. Et l'INSEC, pour ceux que ça intéresse, ils ont aussi dans le Master Management du sport, puisque nous, en fait, à Lyon, c'est la première année où ils l'ouvrent. Avant, il n'y avait pas. Et sinon, ils la proposent à Chambéry, à Paris et à Bordeaux. Donc, il y a plusieurs en fait, campus où ils proposent cette formation. À Lyon, c'est ouvert depuis cette année. Donc, comme j'ai dit, au final, tout s'est bien goupillé. Pour revenir juste sur ce que tu disais, les classements, faut pas toujours leur faire confiance. Alors pourquoi tu dis ça plus ou moins? Je dis pas qu'il faut pas toujours leur faire confiance. Enfin, c'est pas ça, mais c'est toujours bon à prendre. Au final, sur quoi ils se basent vraiment, c'est subjectif, j'ai envie de dire. Il y a le taux de réussite, mais forcément, quand on écrème au maximum la sélection, bah, on se met plus de chances d'avoir un taux de réussite. Ensuite, voilà, quand on est dans un environnement qui est favorable, je veux dire, ça veut tout et rien dire pour moi un classement. C'est plus sur le plan professionnel, la reconnaissance que portent les entreprises à cette école-là. Bah forcément, quand on sort de Lyon, d'HEC, de Kedge, d'Audencia, ben, on a une étiquette grande école de commerce, et cette étiquette-là, ben, des fois ça nous donne un coup de pouce pour entrer dans des grosses entreprises qui recrutent souvent les profils qui sortent de ces écoles-là. Moi personnellement, c'est pas ce que je souhaitais. Je souhaitais pas forcément être dans une grosse entreprise, c'est pas ce qui me convient, et je m'en suis rendu compte en étant à Renault. Il y a un peu de distance avec sa hiérarchie, en fait, ce qu'on appelle la distance hiérarchique. Finalement, on est un peu qu'une pièce du maillon, quoi. On n'a pas vraiment d'interaction, de chaleur humaine dans ces entreprises-là. Je dis pas que c'est toutes les entreprises, mais en tout cas, moi, c'est comment je le percevais. J'étais beaucoup plus à l'aise à l'Apart Fitness, qui était une société, je crois qu'il y avait une trentaine, quarantaine de personnes, et là, j'étais beaucoup plus à l'aise dans ce type de société-là. Donc, de toute façon, c'était pas un objectif d'aller dans une grande école de commerce pour bénéficier de cette image-là. Et ensuite, comme je l'ai dit, bah, c'est un aspect financier, donc on paye, ces entreprises-là aussi, elles payent pour être bien vues dans les classements. Enfin, voilà, c'est un système pour moi qui n'est pas parfait, et je ne souhaitais pas en faire partie. Donc, surtout, voilà, je ne critique pas du tout ceux qui y sont, parce que, comme je dis, c'est le choix de chacun, et ces écoles-là, c'est des très bonnes formations. On ne peut pas dire qu'une personne qui sort de l'EM Lyon ou d'HEC soit mal formée, bien au contraire. Mais ça ne veut pas dire que du coup en IA on est moins bien formé. Voilà, tout est une question de profil et d'engagement qu'on met. Hein. Si les personnes sont travailleurs et qu'elles travailleuses, et qu'elles se donnent les moyens de faire, de performer dans ce qu'elles font, voilà, il n'y a pas de limite. Et c'est pas parce que vous allez sortir d'une école moins bien cotée que vous n'allez pas pouvoir faire de grandes choses ou terminer dans des grosses sociétés. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, oui, bien sûr. Après, c'est toute une question de choix, d'opportunité. Et voilà. Du coup, il va me rester 2 petites questions. Donc, l'avant-dernière question, c'est comment tu t'es informé, toi? Parce que c'est vrai que c'est un peu délicat toujours de s'informer, de savoir ce qu'on a envie de faire. Déjà, dans un premier temps, c'est très compliqué. Mais quand on sait à peu près, comment on s'informe? Ben, comme j'ai dit, moi j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui avait fait la formation, donc ça me permettait de savoir réellement ce qu'il y avait derrière, ce que j'allais retrouver. Sinon, c'est vrai que c'est pas le système français, je trouve, de l'information sur les possibilités d'école, de se former, sont pas top encore. Internet est votre ami, donc allez-y, foncez, faites des recherches sur Internet. Et le mieux, forcément, c'est ensuite, une fois que vous avez ciblé les formations, les possibilités, les choix que vous semblez, voilà, que vous gardez, allez dans les écoles, discutez avec des gens de l'école, il y a des journées portes ouvertes, c'est fait pour ça. Ayez du recul sur ce qu'on vous dit, parce que forcément, ces écoles-là, elles sont là pour vous vendre leur formation. Ça reste une école de commerce ou une formation, ils ont besoin d'élèves, donc ils sont là aussi pour vous vendre leur formation. Donc il y a du recul, il y a du bon à prendre dans tout, ou du mauvais. Mais en tout cas, le mieux, je dirais, à l'heure actuelle, c'est Internet. Ciblez les domaines que vous aimez. Regardez ensuite quels sont les métiers auxquels vous aimeriez
en tout cas postuler, mais plus découvrir, parce que forcément quand on est jeune, au final on connaît pas grand chose de ces métiers-là, et souvent la pratique en entreprise est quand même différente de ce qu'on retrouve à l'école. Ça, Donc c'est ciblez les métiers qui vous intéressent, faites les recherches sur les formations qui sont soit dans votre région, soit si vous voulez aller ailleurs, parce qu'on peut très bien avoir envie de changer de région, regardez ce qui s'y trouve. Et ensuite, le mieux, je dirais, c'est de se rendre directement sur place, aller à l'école, voir les lieux, discuter avec les élèves. Si vous avez aussi la chance de pouvoir échanger avec les professeurs, c'est bien. Et ensuite, il y a tout ce qui est journée de l'étudiant, les salons de l'étudiant, allez-y. Comme je dis, les écoles sont là pour vous vendre leur formation, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir prendre les plaquettes, voir du coup ce qui est proposé, discuter encore une fois avec les élèves. Je dirais que c'est le mieux en fait, discuter avec des personnes qui sont déjà passées par là, même plus âgées, que ce soit des personnes qui ont 30, 40 ans, qui sont déjà dans l'entreprise, mais demandez-leur ce qu'elles ont fait, voyez comment elles y sont pris, et ensuite informez-vous en conséquence. Ouais, en espérant aussi que ce podcast maintenant vous aide. Et bien sûr, écoutez Hope qui vous donnera les parcours de beaucoup, et qui vous permettra d'avoir du coup l'expérience de chacun. Je dirais que c'est le plus enrichissant au final, voir les parcours de chacun, comment ils y sont arrivés, c'est inspirant. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un autre, parce que tu nous as quand même balancé pas mal de conseils, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil, une dernière chose que tu aimerais dire pour aider nos auditeurs à trouver leur voie ou à s'orienter au mieux? Ouais, le conseil qui est un conseil que des fois on prend à la légère, ou en tout cas qu'on balance comme ça mais qu'on n'écoute pas, c'est il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de formation qui est moins bonne que l'autre. En fait, il devrait y avoir que des gens passionnés. Je dirais que soyez passionnés dans ce que vous faites, ne vous mettez pas de barrière par rapport à l'image qu'on a du métier, au final l'image que les autres ont du métier, c'est ça. C'est plutôt ça, ouais. C'est au final, ouais, faites-vous confiance dans vos choix, écoutez-vous vous et écoutez pas les autres, expérimentez, trompez-vous mais réorientez-vous. Il n'y a pas de porte qui se ferme, il y a toujours des moyens de se retourner, de faire autre chose, de partir dans complètement quelque chose d'autre. Ouais. Essayez de discuter avec les gens, je pense que ça c'est important de savoir, de ne pas rester en fait seul face à ses choix, en fait, avec ses doutes, avec au final ses interrogations. Le mieux c'est de les partager, et puis ouvrez-vous à beaucoup de choses, ouvrez le champ des possibles, comme le dit le podcast, que ça soit en voyageant, en rencontrant d'autres méthodes, parce que nous on est en France, on a une méthode de pensée française, on a une éducation française, mais au final c'est pour ça que je suis allé dans une formation qui était internationale. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui n'avaient pas cette éducation-là, qui avaient d'autres moyens de penser, d'autres méthodes. Donc rencontrer des gens, c'est toujours bien. Ouais. Et puis au final, c'est ça, soyez passionnés. Un jour, si on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites je suis passionné, et pas ne vous laissez pas juger par rapport à ce que vous faites. En France, on a trop tendance à dire qu'est-ce que tu fais, combien tu gagnes, et au final si on est dans une bonne société, on est bien vu, si dans une société moins, on est moins bien vu, si on gagne tant, on est bien vu. Non, au final faites un métier qui vous passionne, parce que il n'y a pas de secret dans la vie. Si on fait un métier qui nous passionne, on pourra arriver loin. Je veux dire, comme je dis, il n'y a pas de sous-métier, et il y en a qui ont fait de la cuisine comme moi au départ, et au final ils ont ouvert des restaurants, ils sont devenus de grands chefs, ils sont partis à l'étranger, ils ont ouvert des restaurants à l'étranger, ils ont fait des grandes choses parce qu'au final ils avaient cette passion derrière. La passion est conductrice de tout au final. Donc soyez passionnés, ne vous laissez pas dans des formations, dans des domaines, dans des entreprises qui au final vous demandez pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous levez le matin. Non, levez-vous le matin en sachant ce que vous allez faire, en sachant surtout pourquoi vous le faites. Ouais, c'est plutôt bien conclu, merci. Merci du coup d'avoir participé à notre podcast, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Guillaume de nous avoir partagé son expérience et ses conseils.
Nous ferons certainement un hors-série, ensemble, pour expliquer plus amplement son travail à l'OL et son domaine de prédilection, l'événementiel sportif. Merci à vous d'écouter Hope en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à noter notre podcast sur SoundCloud et laisser des commentaires car ça fait toujours plaisir. À lundi pour un nouvel épisode.